Alors nous accueillons désormais un muséologue, Monsieur François Mérès, pour une toute dernière intervention qui se propose comme une brève histoire de la gestion et de l'économie muséale. François Mérès effectue des études de gestion qu'il choisit de poursuivre avec un doctorat en histoire de l'art obtenu en 1998, un doctorat qui le conduit à soutenir son habilitation à diriger des recherches en muséologie en 2008. À la suite d'une expérience muséale à la direction du musée de Marimont en Belgique de 2002 à 2010, année durant laquelle il est nommé professeur d'économie de la culture à la Sorbonne Nouvelle Paris 3, dont il dirige le département de médiation culturelle depuis 2012. Il crée le master 2 muséologie et nouveaux médias en 2014 et enseigne l'histoire de la muséologie dans le cadre du deuxième cycle de l'école du Louvre. François Mérès utilise sa double compétence pour étudier dans une démarche prospective le fonctionnement du musée contemporain ainsi que la nature de ses dysfonctionnements en termes économiques, culturels tout autant que sociologiques. Il est actuellement président du Comité international de la muséologie sous l'égide du Conseil international des musées. Merci, monsieur, d'être avec nous. Merci, Vanessa. Merci à tout le monde, tous les organisateurs pour cette très belle journée. Le propos de cette intervention est peut-être d'évoquer quelques jalons qui vont permettre peut-être de contextualiser les différentes interventions précédentes. Si je vous propose une brève histoire de la gestion et de l'administration muséale, cela m'amène à remonter, ce sera très rapide, hein, en 1753 et en 1793 avec la création du British Museum et celle du Louvre. Globalement, c'est à ce moment-là évidemment que la logique de la relation entre l'État et le musée se pose avec le plus d'acuité. Et le premier élément qu'il est important d'avoir en tête, c'est effectivement que lorsque le Louvre notamment est créé, c'est d'abord effectivement des fonctionnaires, une certaine administration spécifique, pourrait-on dire, qui va être mise en place. Et le terme même d'administration muséale pendant longtemps va englober, pourrait-on dire, l'ensemble des fonctions. J'en veux pour preuve notamment le fait que en 1896, l'article important de George Browngood, le muséologue américain, qui est peut-être le premier traité de muséologie moderne, pourrait-on dire, est intitulé Museum Administration. En quelque sorte, effectivement, le conservateur ou celui qui s'occupe des collections est d'abord un fonctionnaire, une sorte d'officier de l'état civil des objets, pourrait-on dire, avec ce statut spécifique. D'une certaine manière aussi, ce statut de fonctionnaire, même s'il l'accepte bien entendu, il va aussi le contester, puisque fonctionnaire rime administration, et administration, pour beaucoup de gens qui ne sont pas fonctionnaires, justement, rime avec une certaine image courtelinienne du fonctionnaire qui s'ennuie, qui fait des cocottes en papier, et en tout état de cause, qui ne correspond pas évidemment au modèle du conservateur tel qu'il va se développer tout au long du XIXe siècle. Ce serait, à mon sens, la première évolution importante du monde muséal. Alors, d'une certaine manière, c'est sous la coupole conceptuelle de Max Weber qu'on pourrait imaginer le métier de conservation comme profession-vocation, comme beruf en quelque sorte. C'est-à-dire, effectivement, un élément qui constitue évidemment plus que simplement un certain nombre de compétences qui sont appliquées pendant un travail administratif. J'en veux pour preuve notamment certaines des réflexions de Jean-François Champollion, qu'on pourrait présenter peut-être comme l'un des premiers conservateur un peu héroïque en quelque sorte, qui va véritablement développer, il y a certains de ces textes qui sont très amusants, qui évoquent le fait que justement ses collègues un peu indolents lui mettent des bâtons entre les roues, entre les jambes, pour que justement il ne puisse pas réaliser son musée. C'est une guerre pour avoir un clou, dit-il, parce que justement je coupe un petit peu la routine de ce métier. Et c'est évidemment la constitution du musée Charles X qui est en jeu et qui va amener, bien entendu, la présentation d'un nouveau type de musée, etc., à l'intérieur du Louvre et autres.
Cette logique-là même de la conservation, on va la retrouver à travers un certain nombre de figures emblématiques qui vont se poser, pourrait-on dire, comme les héros du corps des conservateurs. Alors, l'un des grands moments, évidemment, c'est celui développé à partir des années 1848 par Philippe-Auguste Genron, qui est l'un des directeurs du Louvre, et qui va, en quelque sorte, un petit peu délimiter les différentes fonctions du conservateur: conserver, décrire, classer, communiquer, exhiber. C'est tout au long du XIXe siècle que cette fonction va se mettre en place progressivement et va justement, je dirais, trouver son autorité particulière. Va trouver, je dirais, sa propre essence, va développer sa propre essence, va bien entendu se professionnaliser plutôt vers la fin du XIXe siècle avec les premières grandes associations de musées, hein, la Museums Association en 1889, etc. Et en même temps va aussi se démarquer du corps des fonctionnaires. Il y a un très beau texte que je n'ai malheureusement pas sous les yeux, que l'on doit à Gustave Gilson, qui était directeur du Muséum de sciences naturelles de Bruxelles, qui est peut-être l'un des premiers à développer une vision stratégique du musée, c'est-à-dire effectivement qu'il se positionne aussi comme, on pourrait dire, je dirais un planificateur, un gestionnaire, ce qu'on retrouve déjà aussi d'ailleurs dans les propos de George Browngood, mais qui en même temps, Gustave Gilson est d'abord un scientifique, il présente évidemment le travail du musée dans un musée de sciences naturelles comme un travail scientifique, mais qui s'oppose aussi de manière très très forte aux administrations et à l'administration bureaucratique dont il spécifie dans quelques envolées lyriques à combien justement cela l'empêche de travailler avec des règlements tatillons, avec une volonté justement de vouloir tout vérifier, etc. Et que bien entendu il serait bien mieux d'avoir cette autonomie beaucoup plus forte par rapport à cette espèce d'administration un peu monstrueuse que l'on discerne sous ces propos, et que je dirais un certain nombre de conservateurs, alors je ne sais pas si c'est encore le cas directement, on le sent moins, pouvaient développer cette haine, d'une certaine manière, cette détestation du corps des fonctionnaires. J'ai pu la vivre aussi dans le musée dans lequel j'étais. Il y avait le musée lui-même qui était détaché par rapport à l'administration de la communauté française de Belgique qui représentait ce corps des fonctionnaires. Eux, ils ne travaillent pas, nous travaillons, etc. Ils ne comprennent rien et autres. C'est évidemment toute cette distance qui, progressivement aussi, se met en place à travers, justement, cette professionnalisation du corps et donc une certaine valorisation et évidemment aussi une spécificité du métier. D'une certaine manière, je dirais que cette logique du conservateur, on va la voir évidemment et on va se développer tout au long du 19e mais aussi tout au long du 20e siècle, peut-être jusqu'au 20e siècle. L'un des grands, je dirais des grands témoins, pourrait-on dire, de cette vision du monde des conservateurs, on pourrait peut-être la voir sous la présence de Pierre Rosenberg, en tant qu'évidemment grand conservateur, grand érudit évidemment, et en même temps avec un certain détachement par rapport à l'administration. Il est vrai que l'administration, et j'en veux pour preuve les enseignements qui étaient donnés à l'école du Louvre pendant très longtemps, administration et gestion des musées, sous la plume de Jean Chatelain, c'est d'abord effectivement un certain nombre de règles administratives, donc un certain nombre de textes législatifs à connaître, à développer. Et pendant très longtemps, je dirais effectivement presque jusque dans les années 1980, l'essentiel du travail d'un conservateur qui doit justement veiller à la bonne organisation du milieu, c'est aussi connaître évidemment le prescrit administratif dans lequel il se trouve, les textes en vigueur, etc. Une certaine formation, je dirais, de droit est évidemment potentiellement importante et intéressante, mais globalement, c'est ce qu'on peut attendre de tout universitaire, qu'il puisse maîtriser un certain nombre de ces textes. Ce qui veut dire évidemment que le corps de techniques ou de connaissances nécessaires pour gérer, pour développer, pour conduire un musée, ne nécessite pas non plus d'outils théoriques spécifiques en quelque sorte. Et pendant très longtemps, c'est ce modèle-là qui va être maintenu, pourrait-on dire, même si un certain nombre dans les grands établissements de comptables vont être mis en place, mais qui vont avoir pendant très longtemps effectivement un rôle subalterne.
Deuxième moment, le temps des économistes qui se développe aussi à partir du 19e siècle. Évidemment, il y a aussi une vision en dehors, bien entendu, le monde des musées qui s'intéresse à ces derniers et qui notamment cherche à les évaluer. J'en veux pour preuve aussi les grands rapports qui sont rédigés par le Parlement britannique autour du British Museum dès les années 1836, et qui ne va pas très très bien. Et donc on va avoir quelques très très gros rapports. Alors ce sont des rapports de plusieurs centaines de pages, plus d'un millier de pages parfois, qui s'intéressent justement à la bonne gestion du British Museum et plutôt en fait à sa très mauvaise gestion à ce moment-là. Donc on le critique par rapport justement à un certain nombre de dysfonctionnements et des enquêtes parlementaires visent justement à tenter de réglementer, de retravailler les choses. C'est à partir notamment de l'une de ces enquêtes en 1840 que l'un des bibliothécaires du British Museum, Edward Edwards, va rédiger ce qu'on pourrait considérer en 1840 un premier travail sur l'économie administrative des beaux-arts en Grande-Bretagne et qui comprend un premier texte sur la gestion et l'organisation des musées et l'économie muséale en quelque sorte. Alors, il ne s'agit pas d'un économiste à ce niveau-là, même si c'est en quelque sorte ce premier lien entre les deux qui transparaît. Le premier économiste à s'y intéresser un peu plus précisément, William Stanley Jevons, en 1883, le fait aussi de manière un peu détournée, même si là il s'agit d'un grand économiste marginaliste qui développe un certain nombre de réflexions sur des liens avec la culture de manière générale, avec notamment aussi le monde des musées, notamment pour les critiquer. Et le musée sur lequel il s'exprime le plus, c'est le Victorian Albert Museum, qui trouve peu de grâce à ses yeux et dont il voit essentiellement la fréquentation augmentée en fonction des jours de pluie qui sont assez fréquents en Grande-Bretagne. Mais c'est néanmoins essentiellement à partir des années 1960, évidemment, que le monde de l'économie va s'intéresser au domaine de la culture. Alors, évidemment, dans le domaine de l'économie de l'art et de la culture, le grand ouvrage de référence, c'est un ouvrage non pas sur le monde du patrimoine, mais sur celui des arts de la scène. C'est le 1966, William Baumol, sur Performing Arts, The Economic Dilemma, qui vise notamment à démontrer, à tenter de développer l'importance des subventions, évidemment, publiques en faveur du soutien des arts de la scène. Et cette logique, en fait, de la démonstration de l'intervention publique, on la retrouve déjà sous la plume de Jevons. C'est-à-dire que le rôle de l'économiste, c'est aussi de justifier d'une certaine manière la nécessité de l'intervention publique. Donc ce qui va évidemment guider une partie, bien sûr, des politiques culturelles, etc., est forcément un discours qui repose sur un certain nombre de principes économiques. Et donc, dans le cadre, évidemment, qui est un cadre keynésien ou néo-keynésien, c'est évidemment l'intervention de l'État qui est développée, et dans ce cadre-là, qui est développée du fait notamment que, selon les pronostics et les perspectives évoquées par Baumol, même le mécénat, puisqu'évidemment on est dans une logique où la philanthropie joue un rôle très important, où le mécénat ne parviendrait pas à combler le déficit public, etc. Baumol ne va pas directement s'intéresser au niveau du patrimoine. Il faudra plutôt attendre William Hendon à la fin des années 70 pour avoir une première monographie importante sur les musées d'art, Analyzing an Art Museum, Paris, si je ne m'abuse, donc en 1979. Il y a eu des articles auparavant, Henri Mercion en France, 1977, Godfrey Peacock en 1974 en Grande-Bretagne, et qui très clairement se positionne, alors pas Mercion qui travaille plutôt sur le principe d'une collection et le développement d'une collection, mais dont on perçoit évidemment la logique du musée comme étant non pas effectivement uniquement une machine à exposer, mais aussi une machine qui fonctionne et qui fait de la recherche, par exemple, ou qui préserve du patrimoine. Ce qui est intéressant, c'est que Godfrey Peacock interviennent dans le cadre notamment des réflexions sur les politiques tarifaires et sur le maintien de la gratuité dans les musées britanniques, et évoquent à cette époque-là le fait que, et c'est un discours qu'on va retrouver de manière sous-jacente, ceux qui ont vécu le monde des musées jusque dans les années 70-80 ont souvent entendu le fait que les recettes des musées étaient suffisamment insignifiantes pour qu'on puisse développer une recette, des recettes et s'intéresser à une politique tarifaire importante.
Donc, c'est à partir effectivement de ces années-là que forcément aussi donc, un certain nombre d'économistes commencent à s'intéresser au monde des musées. L'essentiel des économistes cherche plutôt effectivement à montrer l'importance évidemment, à tenter de démontrer l'importance et la nécessité, pourrait-on dire, d'un soutien notamment public. L'un des rares, je dirais, économistes à s'opposer radicalement à toute logique même de subvention, voire même de philanthropie, est William Gramp, qui lui est l'un des premiers à évoquer notamment la nécessité, pourrait-on dire, du deaccessioning, mais d'un deaccessioning beaucoup plus radical en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il critique lui-même effectivement les musées américains en disant que finalement, même ceux-là, même quand le deaccessioning, donc l'aliénation, le principe d'aliénabilité des collections est acté, que finalement les collections ne cessent d'augmenter. Et la recette, en quelque sorte, au bénéfice du public, alors évidemment on est dans un discours qui est très très différent des discours keynésiens classiques, on est dans un discours qui au contraire prône une diminution la plus importante possible du rôle de l'État, pour le bénéfice du public. Selon Gramp, évidemment, cette logique serait bien plus intéressante puisque les musées devraient développer plus d'expositions populaires, intéressantes, etc., qui seraient plus petits et autres. C'est aussi dès cette époque-là et déjà en fait avec Hendon qu'on voit dans les cadres de justification la question de l'impact économique du musée qui est porté. Et donc durant les années 1980 notamment se développe de manière importante un certain nombre d'abord d'articles et puis de monographies. Et donc évidemment Xavier Greff est l'un des premiers à jeter un regard souvent assez critique sur un certain nombre de ces justifications avec certaines méthodes qui sont considérées comme peu, je dirais, très optimistes en quelque sorte, ou développant des retombées un peu trop optimistes en faveur, bien entendu, au bénéfice du musée, donc de l'impact économique, donc des retombées économiques que cela pourrait donner. Mais c'est dès cette époque-là, effectivement, que ce lien devient de plus en plus important. Alors, en parallèle, là nous sommes dans les années 80, je vais revenir un petit peu dans les années 1960, en parallèle va se développer aussi ce troisième temps en quelque sorte qui est celui de la gestion et du management, qui est différente évidemment. Vera Zolberg, dans un des articles, un des premiers articles sur justement ces questions de l'introduction du management dans les musées, fait remonter ça, ce premier temps, cette première temporalité aux années 60, c'est-à-dire le moment où, non pas pour des raisons économiques, mais plutôt pour de la maîtrise, pourrait-on dire, d'opérations un peu plus complexes, qui nécessitent donc de la planification, de la maîtrise d'ouvrage par exemple, et de la construction d'annexes de musées, etc. On va introduire un certain nombre de spécialistes qui bénéficient d'outils justement spécifiques que des scientifiques en histoire de l'art, etc. ne sont plus directement à même de pouvoir maîtriser parce que nécessitant peut-être effectivement des outils un peu plus particuliers. Ces premiers gestionnaires sont relativement peu nombreux. Hein. C'est évidemment à partir des années 1970 et surtout des années 1980 que les choses vont s'inverser. C'est intéressant de savoir la position de Georges-Henri Rivière à ce sujet, puisque dans son cours hein, qu'il développe entre 1970 et 1981 à la Sorbonne, qui a été réédité après donc, dans un ouvrage posthume, La muséologie selon Rivière, il évoque le rôle du directeur de musée. Et il évoque déjà évidemment ces deux formations en disant qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il vaut mieux plutôt un scientifique ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui serait rompu à un certain nombre de méthodes de gestion. Et Rivière est l'un des premiers à aussi évoquer le fait qu'une formation en tout état de cause en muséologie permettrait au moins de répondre à un certain nombre de ces questions. À l'époque de Rivière, la question même, on pourrait dire, des outils nécessaires pour la bonne gestion du musée ne se pose pas encore de manière aussi forte qu'elle va se poser 10 ans plus tard. Et ce qu'il est intéressant de voir, c'est que déjà le débat, en quelque sorte, existe et est évoqué par un certain nombre de ces spécialistes. Mais c'est évidemment à partir, du renversement de politiques économiques, justement, donc à partir du choc pétrolier et
du renversement des économies keynésiennes vers des économies monétaristes ou autres, ce qu'on va appeler plus tard le néolibéralisme, etc. Donc essentiellement, pourrait-on dire, d'une part à partir du règne de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne et de Ronald Reagan de l'autre, qu'on va voir un renversement de ces politiques. Et c'est un des points importants parce qu'effectivement, c'est à partir notamment de la Grande-Bretagne et de ces musées nationaux que plusieurs de ces jalons, notamment en matière d'autonomie, vont être développés, et que la réflexion sur l'autonomie va être présentée d'emblée. On a beaucoup parlé d'économie durant la matinée, et effectivement, cette question de l'autonomisation, on la voit d'abord dans les grands musées nationaux, avec le fait de dire on va vous donner, notamment le Victoria and Albert Museum qui développe très largement ça. D'abord, on donne la dotation de l'État et puis on donne le personnel qui pendant longtemps est évidemment un personnel géré par le ministère et puis on donne l'ensemble des bâtiments. À charge évidemment donc pour le musée avec cette enveloppe beaucoup plus vaste et plus complexe de gérer un certain nombre d'éléments. C'est ce moment-là qu'on voit à ce moment-là se développer, bien sûr, d'une part, des boutiques, des politiques tarifaires, une mise en marché qu'on va retrouver de manière importante. C'est aussi à ce moment-là, à partir de ce moment-là, qu'on va voir se développer, évidemment, et parfois avec répugnance de la part de certains conservateurs importants. Je pense notamment à Philippe de Montebello, qui a un rôle très ambigu, une relation complexe avec les blockbusters, en les regrettant, mais en les acceptant et en signalant effectivement que dans les années 1980, on est bien obligé de reconnaître qu'en matière justement de génération de recettes propres, etc., ces éléments, et on sait que le terme marketing était un terme qui était un peu maudit aux métropolitaines, qu'on ne l'utilisait pas, même si on l'utilise dans beaucoup d'autres établissements, que c'est à ce moment-là effectivement que certains de ces éléments s'imposent. Ce n'est pas un hasard si c'est à partir de 1986 que la revue Museum Management and Curatorship voit le jour. C'est dire évidemment que le terme de Museum Management s'impose suffisamment et qu'un certain nombre de chercheurs, même si la revue est plus ouverte et publie pas uniquement sur le management, mais réfléchissent justement à ces questions. C'est aussi à ce moment qu'on voit se développer une certaine littérature à travers des monographies, notamment en France, Claude Mollard qui lance la notion même d'ingénieur culturel, et puis les formations à partir des années, quelques années plus tard, d'abord justement dans son école privée, et puis toutes les formations de gestion culturelle, de direction, conception et direction de projets culturels durant les années 90. Ces éditions, elles commencent d'emblée à l'époque de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, avec notamment un rôle important joué par l'Audit Commission. Non seulement il y a d'un côté évidemment autonomie et donc développement d'outils de gestion qui sont des outils classiques, pourrait-on dire, de gestion, enfin la gestion publique qui s'inspire des outils de gestion qu'on retrouve dans le privé, mais en même temps beaucoup de réflexions sur l'évaluation et les indicateurs de performance qui se développent à partir du début des années 90 dans aussi bien les musées nationaux que dans les musées des local authorities, etc. C'est à partir de cette époque-là qu'on voit aussi se développer dans le monde des musées des réflexions un peu plus vaste et un certain nombre de personnalités dont on peut dire qu'elles se retrouvent essentiellement non pas autour de la figure du conservateur, je dirais, ultra spécialisé, ou bien du conservateur héros qui va développer, on pourrait dire aussi bien comme Vivant de nom que comme Baude ou comme Rivière en quelque sorte qui va développer son musée, mais à travers des gestionnaires. Les deux exemples qui sont peut-être les plus importants, qui sont considérés aussi bien comme des très très grands gestionnaires que comme des muséologues, c'est-à-dire des gens qui ont pensé le musée, c'est d'un côté
aux États-Unis Stephen Weil, qui est considéré comme l'un des très très grands directeur. Alors, il est directeur et donc responsable du Hirshhorn Museum pendant très longtemps. Lorsqu'il meurt en 2005, il est surtout connu effectivement pour tous les articles qu'il a publiés dans Museum News et qui vont être répertoriés à travers un certain nombre de monographies, Cabinet of Curiosities, Rethinking the Museum, etc. Et qui réussit le pari assez étonnant d'être aussi bien considéré comme un très très grand gestionnaire, mais être repris dans l'anthologie vague, une anthologie de la nouvelle muséologie, comme étant quelqu'un qui pense le musée et qui réfléchit le musée à travers des articles extrêmement importants, justement sur la manière de penser le musée et de le réfléchir. En France, évidemment, c'est la figure, en France, dans les pays francophones, pardon, c'est évidemment la figure de Roland Harpin qui s'impose. Qui ne vient pas du monde des musées au départ, puisqu'il vient du monde de l'éducation, qui va bien sûr gérer de main de maître la création et puis les premières années, qui sont les grandes années, pourrait-on dire, du musée de la civilisation, et à qui l'on doit aussi un certain nombre de réflexions qui ont fait l'objet de quelques monographies de son vivant, soit sur lui directement et son action, soit plus récemment, évidemment, rassemblées par Yves Bergeron et Juliane Côté de l'ensemble de ses articles. Il a écrit plus d'une centaine d'articles sur sa vision du musée et aussi sur le rôle du public, le rôle du marketing, sur la gestion, la stratégie, etc. En quelque sorte, les penseurs du musée, je dirais, peuvent être aussi imaginés à partir du champ de la gestion. Et c'est un des points qui finalement ne se développe que durant la dernière décennie du XXe siècle. Néanmoins, évidemment, ce ne sont pas uniquement des gestionnaires de musées qu'on va retrouver à cette époque-là dans le monde des musées. J'en veux pour preuve quelques de ces grandes personnalités qui vont allier les deux et dont on peut se rendre compte à quel point, non seulement évidemment, elles s'imposent par leur stature hautement scientifique, mais aussi par un sens, à mon sens, assez inné de la stratégie. C'est le cas évidemment de Philippe de Montebello, qui va être à la tête du Metropolitan pendant de très très nombreuses années, alors qui naît en 1936, et c'est le cas de Neil MacGregor, évidemment, qui est l'autre figure à mon sens emblématique, si on doit prendre les 5-6 grands conservateurs de la fin du XXe siècle ou de la seconde moitié du XXe siècle, je pense effectivement que le cas de Neil MacGregor, qui est passé par autant de grandes institutions, est vraiment tout à fait remarquable et emblématique. Et dont on peut évidemment, dont on ne peut jamais les associer uniquement à l'histoire de l'art, même si les deux ont une fonction extrêmement importante, mais dont évidemment on va voir aussi qu'ils vont développer une vision extrêmement scientifique du musée, de leur institution, avec des outils stratégiques extrêmement forts, pourrait-on dire. Mais d'une certaine manière, dont j'aurais tendance à dire qu'ils représentent peut-être aussi les derniers représentants d'une certaine vision du musée, associés justement à ce rôle scientifique. On pourrait dire que Michel Laclotte fait partie aussi de de cette catégorie en quelque sorte, et qui a joué un rôle extrêmement important et moteur en matière aussi bien de vision et de bonne utilisation des outils de gestion à un haut niveau. La quatrième étape va voir l'arrivée d'un certain nombre d'autres acteurs, en quelque sorte, qui m'amènent à penser l'idée ou à m'interroger sur l'émergence d'un nouveau modèle. Et ces nouveaux acteurs, vous les connaissez, même s'ils diffèrent très sensiblement les uns des autres, je me dois de les citer d'une certaine manière comme étant aussi des représentants de cet autre type. Le premier, c'est le rôle d'Henri Loiret au sein du musée du Louvre, dont on sait à quel point entre Pierre Rosenberg et Loiret, il y a un fossé d'une manière ou d'une autre, une autre vision du musée, une vision bien entendu notamment mondiale, stratégique, etc. qui s'impose. La seconde figure est évidemment beaucoup plus controversée, c'est celle de Thomas Krenz qui naît en 1946. Alors vous voyez que c'est la même époque, la même année que Neil MacGregor, et en même temps on voit bien évidemment à quel point on se retrouve face à des personnalités et à des visions différentes du monde des musées. Thomas Krenz, bien entendu, c'est le rôle du Guggenheim, je ne vais pas insister trop longtemps, et en même temps on peut s'interroger en se disant comment une personnalité comme Tom Krenz va
vouloir aussi bâtir sa carrière dans le monde des musées. Et ce qu'il l'aurait fait il y a quelques années plus tôt. C'est évidemment aussi d'abord titulaire, on l'a suffisamment dit, hein, d'un Bachelor of Arts et d'un MBA, etc., une autre vision du monde des musées, de la gestion, etc. Et en même temps, potentiellement, c'est l'arrivée d'autres personnalités qui viennent aussi pour d'autres raisons et pour d'autres objectifs. C'est-à-dire que la vocation en tant que telle, la raison qui amène un certain nombre de gestionnaires à venir dans le monde des musées n'est peut-être plus tout à fait la même. Et c'est évidemment celle qui peut nous amener à nous interroger pour certains des responsables de musées qui vont nous rejoindre quelques années plus tard. La littérature sur la gestion, elle se transforme aussi d'une certaine manière. Si j'ai évoqué quelques auteurs très importants, évidemment, à mon sens, en matière justement de pensée sur le musée, il faut reconnaître aussi que certains des ouvrages, et c'est aussi une première en quelque sorte, j'ai donc évoqué une littérature liée à des universitaires, notamment au niveau de l'économie, une littérature liée, on pourrait dire, à une certaine vision pratique et véritablement fondée sur l'exercice du musée, comme celle de Roland Harpin ou de Stephen Weil. On va retrouver une littérature de plus en plus abondante liée à de la consultance, et donc à une vision externe du musée, et en même temps avec le développement d'une littérature qui est aussi un outil de promotion. En France, bien entendu, l'un des consultants les plus célèbres, c'est Jean-Michel Tobelem, avec son Nouvel Âge des musées, qui a été réédité plusieurs fois. Mais on peut citer aux États-Unis, je pense que c'est le fils, hein, Philippe Kotler, Neil Kotler avec Philippe Kotler, en matière de marketing, bien sûr. Et puis, évidemment, c'est tout le travail de rédaction du bureau Lord Consulting, avec le premier ouvrage de Lord, qui est le Manual of Museum Planning and Strategic Planning, et puis des manuels sur notamment le museum management, mais aussi museum education, etc. Alors, très clairement, ce sont d'excellents ouvrages, potentiellement, et en même temps, ce qu'il est intéressant de voir, c'est aussi que ce sont d'autres acteurs qui arrivent, et notamment, bien entendu, des consultants, dont l'importance à cette époque se développe sans cesse. Bien entendu, la consultance, notamment aux États-Unis, depuis bien plus longtemps, s'est installée, hein, c'est-à-dire que l'intervention de McKinsey ou du BCG, etc., est bien antérieure à ces années-là, mais le rôle va se développer. En parallèle, pourrait-on dire, avec toutes les questions d'externalisation, bien entendu, c'est aussi se retourner vers un certain nombre de spécialistes et de consultants. Mais en même temps, cela signifie aussi des consultants qui développent une activité spécifique pour les musées et qui se développent sur fond, bien entendu, du succès de Bilbao, 1997, et de la notion, un an plus tard, hein, c'est Frey, j'oublie tout d'un coup son prénom, Bruno Frey, qui développe la notion de musée superstar. Pour préciser, bien sûr, une catégorie particulière de musées, parmi les plus importants, etc., et autres, mais bien entendu pour développer aussi cette notion, on pourrait dire, de musée à plusieurs vitesses en quelque sorte. Même si bien sûr on sait depuis toujours que tous les musées ne se ressemblent pas, c'est aussi cette logique qui s'installe en quelque sorte avec ce qu'on a pu évoquer comme étant une oligopolisation du secteur en matière justement de quelques institutions très importantes, de plus en plus liées évidemment à des impératifs et des questionnements économiques, de gestion, etc. Évidemment, c'est dans la perspective de Bilbao notamment que la question du lien entre le musée et son développement économique va retrouver un écho tout à fait assourdissant. Je dis bien assourdissant puisque, comme vous le savez, le modèle de Bilbao va devenir une espèce de leitmotiv qu'on va utiliser à beaucoup d'endroits et souvent parfois à très mauvais escient aussi pour espérer, pour promouvoir un certain nombre d'établissements, mais c'est en tout état de cause ce lien qui pendant très longtemps est quand même assez largement critiqué en matière justement d'analyse d'impact économique, etc., et de développement économique, et qu'on va retrouver maintenant de plus en plus associé, notamment par exemple, que ce soit avec le Louvre, que ce soit avec le poids de la culture dans le développement de l'économie, de la créativité, etc., et qui entérine en quelque sorte, pourrait-on dire, ce lien important entre musée et économie. Sur fond, 10 ans plus tard, bien sûr, de crise économique qui va s'installer durablement à partir du choc, bien sûr, des subprimes, etc., de la crise grecque, et bien entendu de répercussions qu'on va retrouver dans le monde des musées.
répercussions qui ne se font pas ressentir tout de suite en France, qu'on va ressentir beaucoup plus rapidement dans certains autres pays, notamment la Grèce, l'Espagne, Portugal, etc., avec des diminutions fortes, mais certains d'entre nous, et notamment l'équipe de Xavier Grepp et d'Anne Krebs, a largement travaillé sur le poids et les incidences évidemment de ces petits établissements vis-à-vis de la crise, qui amène évidemment aussi à revoir une certaine vision de l'économie et de la gestion. Alors bien sûr, d'une part, ce qui amène bien sûr des diminutions des subventions publiques dans un certain nombre de cas, mais en même temps aussi, alors, on assiste à l'émergence d'un certain nombre d'éléments ou de recettes qui se présentent parfois comme neuves, qui en fait sont souvent beaucoup plus anciennes que ce qu'on peut penser. Hein. L'aspect du participatif, des éléments de type muséomix, du crowdsourcing, du crowdfunding, etc., qui se présentent comme des alternatives dont on sait évidemment qu'elles représentent un pilier parmi d'autres, bien entendu, mais qui apparaissent à ce moment-là comme étant l'un des éléments, évidemment, aussi en matière de gestion, etc., même si, bien sûr, leur poids doit être relativisé et, néanmoins, doit pouvoir être étudié. C'est aussi à cette époque, en quelque sorte, cette même époque, alors je remonte un tout petit peu avant, 1998, on en a parlé à l'instant, qu'émerge une autre figure. Si on a parlé du quai Branly, c'est évidemment ces deux exemples que sont d'un côté l'externalisation d'un point de vue extrêmement important, mais aussi l'avenue de son président qui est Stéphane Martin et qui va à la tête de l'établissement, mais qui cette fois-ci n'a donc pas ce profil de scientifique. Et donc il y a un profil d'énarque qui va amener évidemment une transformation, une mutation potentielle, on pourrait dire, du secteur. C'est aussi un des points intéressants, c'est-à-dire que quand on dit à qui profitent aussi ces éléments, si je l'évoquais pour Tom Krentz, c'est en même temps qu'un certain nombre de gestionnaires qui potentiellement pouvaient voir au cours des années 70 le musée comme étant, je dirais, l'un des schémas ou l'un des éléments, l'une des institutions les plus les moins intéressantes et les moins valorisantes en matière de carrière administrative. Le musée, en tant justement qu'institution qui peut se développer, qui s'avère de plus en plus populaire, etc., apparaît comme étant suffisamment intéressante pour susciter un certain nombre de vocations. Donc ce ne sont plus des vocations évidemment uniquement de conservateurs, mais potentiellement d'administrateurs et donc des nouveaux profils dont on peut se demander justement comment ils se développeront dans les années à venir. Alors, très clairement, évidemment, on s'attendait, pour succéder d'ailleurs à Henri Loiret, à plein d'autres scénarios possibles. Et puis finalement, c'est tout de même un conservateur qui revient. Et cela signifie évidemment, c'est la même chose avec toute une série d'autres établissements, que forcément, on n'est pas non plus dans des parcours rectilignes, qu'il y a toute une série d'éléments qui viennent. C'est une procession d'Echternach, avec 3 pas en avant et 2 pas en arrière, en quelque sorte, mais qui amène néanmoins peut-être une certaine dynamique qui vise, bien sûr, la place d'un certain nombre je dirais, de responsables, dont on sait à quel point, évidemment, ces responsables vont développer une vision du musée, et donc transformer le musée. On se rend bien compte, en citant les quelques personnalités que j'ai évoquées, combien ces personnalités ont transformé les musées dont ils avaient la charge. Et très clairement, dont on peut se rendre compte, évidemment, que ces visions ne sont pas du tout caricaturales, et que même quand on se trouve face à un énarque, ne veut pas dire énarque, ou gestionnaire, ne veut pas dire non plus quelqu'un qui n'ait aucune conscience scientifique, et bien entendu, parfois vice-versa, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi et retrouver des scientifiques qui sont tout à fait brillants en matière de stratégie, de vision, etc. Néanmoins, c'est évidemment la même chose qu'on observe, non seulement évidemment en France, mais à d'autres endroits. La nomination de Stéphane Laroche au Musée de la Civilisation, et puis très peu de temps après, la suppression du service de la recherche, de revues scientifiques, etc., constitue évidemment des éléments potentiellement intéressants pour un regard extérieur, en quelque sorte, sur l'évolution évidemment de ce poste, de ce type de poste et de fonction. Et donc, bien entendu, aussi des visions qui en ressortent et forcément aussi des enjeux qui vont être liés, donc, bien entendu, des activités qui vont être développées dans cette perspective.
En parallèle, si on pense justement à ces éléments-là, ce qui transparaît, c'est aussi, face à ces profils de plus en plus importants, en quelque sorte, et ce positionnement de plus en plus important de ces rôles de gestionnaire, enfin, de gestionnaire de plus en plus pur, en quelque sorte, c'est celui d'une consultance de plus en plus omniprésente. Le cabinet de Lord Consulting est l'un des premiers à se présenter comme ayant une vocation mondiale, avec plus de 2200 projets réalisés, 5 officines réparties dans le monde entier. C'est aussi une autre vision du monde des musées, avec la consultance et l'externalisation d'un certain nombre de fonctions, et notamment de fonctions stratégiques, de plans stratégiques, etc., qu'on va retrouver. Cette logique-là, elle m'amène à terminer en m'interrogeant sur les différents enjeux, évidemment, qui vont modeler les futurs outils du management dans les années à venir. Premier élément, quelques éléments de prospective qui concernent bien sûr certains des éléments qui sont tenus, qu'on retrouve dans des rapports de prospective comme étant les plus sûrs, notamment la diminution des subventions, notamment aussi l'augmentation du tourisme international et le départ à la retraite des baby-boomers, dont on sait à quel point ils disposent d'un potentiel, je dirais, financier, que les générations ultérieures ne posséderont peut-être pas, donc qui leur permet de voyager, mais aussi de voyager, de visiter des musées, d'où des musées qui vont être de plus en plus liés à un marché de plus en plus gris probablement, ou blanc, etc. Et qui constituent évidemment des éléments dont la gestion est en train forcément de s'emparer depuis longtemps. Le deuxième élément, ils apparaissent comme étant tout à fait évidents, hein, je me rends bien compte de leur banalité, et en même temps, ils conditionnent néanmoins complètement cette logique, c'est le numérique. L'aspect du numérique amène des visions de plus en plus différentes. Quand on pense à la place du numérique dans le musée juif de Berlin, dont j'apprends qu'il l'équipe qui est en charge du numérique est composée de 17 personnes pour une centaine de personnes, je pense, dans l'équipe. La part de certains musées, en tout état de cause, au niveau du développement, etc., induit évidemment des éléments de gestion totalement différents, et aussi des positionnements en matière de public qui ne sont plus uniquement des visiteurs classiques, mais ce sont des enjeux en matière justement de visibilité, de fréquentation mondiale, dans laquelle, faut-il le souligner, la France et les mondes francophones sont extrêmement mal positionnés depuis quelques années. Troisième point, c'est les aspects de plus en plus psychologiques et individualistes, pourrait-on dire, liés à la personne. The Museum of Me, en quelque sorte, qui était l'une des publicités de la firme Intel, mais qui amène aussi chacun à chercher, non seulement en construisant un public, à s'adresser une personne après une personne, et à développer des visions totalement différentes du monde des musées. La logique de dire nous allons développer un musée pour chacun, hein, que chacun trouve son propre musée est quelque chose, une formule bateau qu'on va retrouver dans tous les aspects en matière de gestion, etc., mais dont on se rend compte aussi à quel point elle est en train de conditionner une vision totalement différente du musée, qui n'est plus fondée sur la société, sur la construction d'une société, d'enjeux citoyens, mais sur un certain nombre d'individualités, et donc forcément reposant sur une vision de la société. There is no such thing as society, disait Margaret Thatcher, qui est évidemment signée, elle aussi, à partir d'un certain nombre de présupposés économiques. Enfin, bien entendu, le dernier élément qui me semble le plus important et qui a amené justement cette transformation, notamment de la part de personnalités comme Loiret ou comme Thomas Krenz, mais avec des visions très très différentes de la part de ces deux-là, c'est évidemment ces enjeux de globalisation et d'enjeux mondiaux du musée. C'est en quelque sorte, effectivement, à partir de ces années-là que le musée apparaît véritablement comme géopolitique, en quelque sorte, comme un outil au niveau du soft power, même s'il l'est depuis bien avant, s'il a été utilisé comme tel par André Malraux, voire bien avant aussi. C'est néanmoins à partir de ces moments-là que toutes ces actions en matière justement de gestion des flux, etc., est vue
non plus à partir simplement du patrimoine national et d'une vision nationale, mais à partir de cette vision mondiale. Et avec forcément un certain nombre d'établissements qui ont intégré totalement dans leur gène, pourrait-on dire, cette vision, et d'autres qui ne l'ont pas encore fait et qui potentiellement sont peut-être en train justement de voir un certain nombre d'éléments leur échapper pour cette raison. C'est avec ces quelques mots que je termine, chère Vanessa. Merci François Mérès pour cette histoire singulière et inédite de la gestion et de l'économie muséale. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions avant de prendre une courte pause ou réaction? Je voudrais juste oui. une remarque, mais sauf erreur de ma part, parce qu'il y a des spécialistes du Louvre, mais les statuts du musée du Louvre font que le président doit être un conservateur, il me semble. Et donc... ce qui n'a pas laissé, ce qui n'a pas empêché la place au fantasme à un certain nombre, effectivement. Néanmoins, les statuts peuvent évoluer aussi, comme on peut le savoir. Oui, monsieur. Je voudrais juste vous donner votre avis sur le fond. Je suis d'accord. Mais je voulais vous demander votre avis parce que c'est quelque chose qui, je trouve, est quand même extrêmement important. Malheureusement, on n'a pas beaucoup le temps, mais... Bon, moi, en gros, quand je regarde les musées depuis 30 ans, ils ont fonctionné implicitement sur la base du paradigme du tourisme. Pas des visiteurs, hein, du tourisme, ce qui est tout à fait différent. Sinon... Et est-ce qu'à votre avis, ça va continuer ou pas? C'est une vraie question, effectivement, et j'aurais tendance à dire... Alors, je n'ai pas de réponse, moi. Ben, je dirais que si on se positionne alors, tout dépend de savoir si on est optimiste ou non en termes justement de géopolitique du pétrole, mais il suffit de toute façon de réfléchir d'abord, l'une des grandes tendances, évidemment, à la question de l'économie, notamment effectivement du pétrole, et donc qui aurait une influence globale sur l'ensemble du tourisme mondial. C'est qui veut dire qu'il pourrait potentiellement renverser toutes les tendances globales du tourisme. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de toute façon aussi que qui dit évidemment tourisme dit deux aspects. C'est-à-dire qu'à mon sens, on a la logique, bien sûr, du tourisme de masse qui vient dans un certain nombre, et donc qui est une logique d'étoiles. Hein, les 3 étoiles du guide Michelin amènent un certain nombre d'établissements à demeurer relativement liés au tourisme et donc potentiellement évidemment à en bénéficier quand il est très présent avec la recrudescence actuelle, mais aussi en pâtir très largement, bien entendu. On l'a vu à Paris récemment quand on a des éléments d'attentat, etc. En même temps, la deuxième notion évidemment du tourisme, c'est un tourisme ponctuel, soit d'un jour, etc., lié à des expositions temporaires. Mais on se rend bien compte à ce moment-là que l'attractivité, elle amène aussi un épuisement en quelque sorte du modèle. Alors des gens comme Daniel Jacobi, qui ont très largement travaillé sur l'épuisement de ce modèle, évoquent le fait que l'activité évidemment de la création d'expositions temporaires ne peut pas continuer. Si on regarde l'augmentation des coûts de transport, etc., on se rend bien compte que le modèle fonctionne très très mal. D'autre part, si je dois en juger par ma propre expérience, je me rends bien compte aussi que toute l'énergie qui est consacrée par toutes les équipes du musée à la réalisation d'expositions temporaires épuise aussi potentiellement à moyen terme l'ensemble des autres fonctions. On sait bien combien d'établissements ont fait aussi des impasses parfois fondamentales sur les questions de préservation du patrimoine. Évidemment, je ne parle même pas de la recherche, etc. Donc on a évidemment cet élément qui amène aussi alors, à se repenser. Et c'est l'un des points importants. Et je dirais que le cas très concret, on le retrouve à travers cette logique qu'on a vue à partir du participatif, etc., c'est-à-dire le musée et la community. Le principe évoqué, c'est dans ce sens-là qu'il est assez admirable. Hein. L'article de Brown-Good sur le Museum Administration évoque déjà le lien indissociable entre le musée et sa communauté. Et la community, dans le sens américain du terme, donc le territoire dans lequel un certain nombre, je dirais, de populations différentes, de publics différents, etc., vont intervenir. Et c'est
pour Braungut déjà, d'emblée, je dirais, ce lien indéfectible avec sa communauté qui va lui assurer un financement, que ce soit à travers des subventions publiques, que ce soit à travers du mécénat, de la philanthropie, que ce soit effectivement à travers des activités bénévoles, etc. Et donc l'idée, en fait, de se fonder de plus en plus justement sur ce terreau est à mon sens un des éléments qu'on retrouve alors assez souvent, et j'en veux pour preuve notamment le travail d'un collègue qui a fait son postdoc là-dessus, qui est Fabien Van Geert, sur les petits musées, des très petits musées qui parfois s'y retrouvent beaucoup plus et beaucoup mieux quand ils sont en lien avec leur population qu'un certain nombre d'établissements publics mais avec des moyens limités et qui, eux, en revanche, sont extrêmement fragilisés parce que ne reposant sur rien, sinon de quelques liens un peu distendus avec une administration qui peuvent à ce moment-là s'avérer mortels. Et donc évidemment, ces musées-là ne fonctionnent pas trop non plus avec du tourisme, mais je dirais le tourisme, comme les expositions temporaires, apparaît assez souvent comme une drogue assez violente. C'est-à-dire que j'avais fait un jour une intervention sur l'exposition temporaire comme, je dirais, comme extension de la cocaïne, en quelque sorte. On a des effets qui sont extrêmement dynamisants, qui sont extrêmement valorisants. Tout le monde est euphorique quand tout d'un coup les chiffres de fréquentation explosent, etc. Et puis très rapidement, on est en manque, et puis très rapidement, on recherche les fournisseurs deviennent de plus en plus chers, etc. Et donc, c'est une course perpétuelle pour se procurer la dose, pour poursuivre. Et donc, on a ce risque, effectivement, que ce soit au niveau du tourisme ou bien de l'exposition temporaire, d'être perpétuellement à la recherche, en quelque sorte, de la formule magique et autres, ce qui amène à un épuisement et une situation qui n'est évidemment pas toujours souhaitable à court terme. À long terme, en tout cas, pardon. Alors, je vous propose une courte pause avant de reprendre d'ici une quinzaine de minutes, disons. Merci. À peine.